Donc je suis Anne-Sophie Roy, je travaille à l'Organisation européenne méditerranéenne pour la protection des plantes. J'y reviendrai après, j'expliquerai un petit peu plus rapidement notre organisation, pour vous fixer un peu le contexte. Mais on m'avait demandé aujourd'hui de vous parler de la veille que nous faisons dans un cadre international, j'y reviendrai. Et cette veille porte sur les maladies et les ravageurs émergents. Donc, après avoir parlé de signaux faibles, on va encore parler d'autres signaux faibles, mais là, uniquement dans le domaine de la santé des végétaux. On ne s'intéressera, en tout cas pour ma part, qu'à cette toute petite partie de la production végétale. Alors, comment définir une maladie émergente ? Eh bien, ça n'est pas si simple qu'il y paraît. Et je dirais que j'ai dû essayer de regarder un petit peu ce qui se faisait dans d'autres domaines, et en particulier la santé humaine, mais plus particulièrement ici, dans la santé animale. Et donc, deux vétérinaires ont commencé dans les années 2000 à nous proposer une définition qui est la suivante. Une maladie émergente est une maladie dont l'incidence réelle augmente de manière significative dans une population donnée, d'une région donnée, par rapport à la situation habituelle de cette maladie. Donc on sent bien là déjà qu'on a un problème d'espace, de temps. Et puis les vétérinaires sont allés un petit peu plus loin, et là dans le cadre de leur organisation mondiale, qui est l'OIE, donc l'Office international des épizooties, cette organisation internationale a donc proposé là une définition acceptée dans le monde vétérinaire qui nous dit qu'il s'agit d'une maladie qui est émergente lorsqu'elle désigne une nouvelle apparition, là chez l'animal, une maladie, d'une infection ou d'une infestation ayant des répercussions significatives sur la santé animale ou humaine et résultant de la modification d'un agent pathogène connu ou de sa propagation à une nouvelle aire géographique ou à une nouvelle espèce, ou encore d'un agent pathogène non identifié antérieurement ou d'une maladie diagnostiquée pour la première fois. Donc là encore, on voit bien qu'il y a un problème d'espace, de temps et de nouveauté, d'apparition de quelque chose de nouveau. Alors pour nous, dans le domaine de la santé des végétaux, nous n'avons pas encore de définition internationalement acceptée, mais la FAO commence à y travailler dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux. Mais c'est encore un peu trop tôt. Néanmoins, pour pouvoir essayer de vous parler ce matin, j'ai considéré, et au fond, dans notre travail quotidien à l'EPP, on considère finalement qu'un ravageur ou une maladie émergente, eh bien, ça correspond à des organismes dont l'incidence augmente rapidement et notablement dans une zone, dans une aire géographique. Donc il y a cette idée d'accroissement de dégâts, de symptômes sur une aire particulière. Ensuite, bien sûr, les organismes dont la répartition géographique s'accroît rapidement, donc là, soit par dispersion naturelle, soit, on le verra plus tard, à la suite d'introduction accidentelle. Et puis, le dernier cas, ce sont ces espèces qui tout d'un coup apparaissent à nos yeux, et elles sont très souvent aussi donc, nouvelles pour les sciences. Alors vous allez me dire, c'est quoi le problème des émergences ? Eh bien, parfois, c'est que l'apparition de ces nouveaux organismes nuisibles, ces nouveaux bioagresseurs, eh bien, c'est que l'impact peut être très très sévère. Donc, il n'est pas besoin de vous rappeler, comme sur cette photo, l'impact de la bactérie Xylella fastidiosa dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles. Mais donc là, l'impact de la maladie est très sévère. Et donc là, dans ce cas-là, on peut parler d'une crise phytosanitaire. Et puis, je voulais aussi vous donner un autre exemple là, chez les insectes. Donc c'est un agril du frêne que nous n'avons pas pour le moment, je dirais, en Europe de l'Ouest.
qui est un insecte d'origine asiatique qui a été malencontreusement introduit aux États-Unis et au Canada. Donc ici sur la photo, vous voyez dans l'Ohio une très jolie allée de frênes avant l'arrivée de cet agril. Et la photo, c'est après. Je crois que là, ça se passe de commentaires. Je précise, nous ne sommes pas en hiver. Donc c'est un arbre qui tue, enfin un insecte qui est capable de tuer des arbres. Donc, malheureusement, celui-ci a été introduit dans la région de Moscou, et donc on a très très peur de cette lente dissémination naturelle vers l'ouest. Alors, ce matin, on n'a pas beaucoup de temps, donc c'est pareil, vous regarderez ça dans les documents après la conférence. Mais j'avais essayé de mettre quelques exemples de ravageurs émergents en Europe. Je pense que pour certains, vous les connaissez, les capricornes asiatiques, Anoplophora chinensis, Glavripenis, la pyrale du buis, c'est même plus la peine d'en parler, tout le monde la connaît, gros problème. La Drosophila Suzuki. J'aime beaucoup le nom commun de la suivante, la punaise diabolique, mais c'est vrai, elle est assez diabolique celle-ci, elle est très polyphage, Neumorpha alice représente, je pense, une menace pour l'horticulture, certainement. Alors celui-ci, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est Popilia japonica, c'est un thon japonais, nous ne l'avons pas en France, mais nos voisins italiens l'ont découvert il y a peu de temps, en 2014, en Lombardie, et puis on le voit maintenant en Suisse, dans le Tesson. Et puis, juste pour mémoire aussi, pour ne pas penser qu'il n'y a que les insectes, il y a aussi des problèmes avec les nématodes, les acariens, et j'en passe. Et puis, je dirais, c'est pareil aussi dans le domaine de la pathologie. On a vu émerger au cours des 10 dernières années un certain nombre de nouveaux pathogènes. Vous connaissez bien sûr la calarose du frêne, Hyménocyphus fraxineus, et puis certainement aussi la bactérie Pseudomonas syringae pathobaratinidae sur kiwi, là aussi émergence d'une nouvelle maladie. Donc on ne va pas les passer tous en détail, et puis sachez qu'il y en a beaucoup d'autres aussi. Et donc je dirais, les phénomènes émergents dans le domaine de la santé des végétaux, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Je crois que tous les phytopathologistes ont dans leur livre cet exemple frappant du 19e siècle avec l'émergence du milieu de la pomme de terre en Irlande et ses conséquences catastrophiques sur les sociétés humaines, en particulier en Irlande avec la famine, et donc la mort d'à peu près 1 million de personnes, puis l'émigration d'un autre 1,5 million d'Irlandais vers le Nouveau Monde. Donc là, on a dans nos, de mémoire humaine, l'impact que peut avoir l'introduction d'une nouvelle maladie. Je dirais aussi que ça n'est pas qu'un problème franco-français ou européen, c'est un problème mondial. J'ai essayé de mettre sur cette carte quelques exemples, je dirais, qui nous frappent, nous, en tout cas, à l'OEPP. Je pense que tout le monde connaît notre ami là-bas, le Doryphore. Eh bien, il termine son tour du monde, lui, après être parti des Amériques, eh bien, il est arrivé en Chine, et donc pour les Chinois, c'est un ravageur émergent. Très récemment, on a vu apparaître une crise phytosanitaire en Afrique, en particulier sur culture de maïs, suite à l'introduction et l'émergence de Spodoptera frugiperda, la légionnaire d'automne, qui cause de gros problèmes aux pays africains. Et puis malheureusement, ce même insecte vient d'être trouvé en Inde. Pour les Amériques, même combat, même punition. Un insecte asiatique en haut, très joli fulgore, qui s'attaque aux arbres des forêts. Eh bien, il pose en ce moment des problèmes aux Américains. Et puis, pour, je dirais, la partie Amérique centrale et du Sud, eh bien, l'introduction, là aussi, d'une nouvelle maladie des agrumes, qui fait très peur en Europe et autour de la Méditerranée, qui est associée à des libéribactéries et qui s'appelle Wanglonglu, puisqu'elle est d'origine asiatique.
Donc, je dirais pour nous, vu de notre petit observatoire, on a quand même l'impression, malgré tout, que ce phénomène des émergences semble, je dirais, s'intensifier et s'accélérer. Ici, vous pouvez voir une diapositive qui a été préparée par Alain Roch de l'INRA, et lui s'est intéressé aux invasions des arthropodes et il nous montre ici, en nombre d'espèces, les nouvelles espèces arrivées. Et ce qui est très intéressant, c'est de regarder la courbe verte, là, ce sont les phytophages, et donc il est très clair, je crois, de voir que la tendance, sur une très longue période, puisqu'il a commencé ses études, vous voyez, il a essayé de commencer dans les années 1800, pour jusqu'à nos jours, et donc on voit clairement la tendance. Et puis ici, j'avais essayé de retrouver dans la littérature une autre étude qui est là, espagnole, sur les cultures horticoles. Les Espagnols ont essayé de compter le nombre de nouveaux virus qu'ils ont vu apparaître sur leur culture dans le sud-ouest espagnol. Et donc ici, c'est simplement les nombres d'espèces cumulées sur, vous voyez, les 40 dernières années. Donc là, pareil, on voit aussi une augmentation. Alors, c'est vrai que je crois que, même si c'est parfois difficile de le démontrer, le parallélisme évident de l'augmentation et la diversification des échanges commerciaux de végétaux et de produits végétaux est à mettre en parallèle. Et donc ici, n'essayez pas de comprendre juste ce petit graphique, mais ça nous montre depuis les années 60 l'augmentation de en valeur, pas en quantité, des produits agricoles. Donc c'est très clair, on a une augmentation des échanges commerciaux. Et au fond, l'augmentation de ces échanges commerciaux et leur diversification aussi, eh bien malheureusement cela nous amène à un accroissement des introductions accidentelles de ravageurs et de maladies, bien souvent en l'absence de leurs ennemis naturels, et dans certains cas, eh bien, on voit apparaître des problèmes sanitaires. Alors après, si on essaye de s'interroger sur les causes de ces émergences, donc, évidemment, la première des causes qui nous vient à l'esprit, c'est celle dont je vous parlais, c'est donc l'intensification et la diversification des échanges commerciaux. Je dirais, il y a aussi, et c'est beaucoup plus difficile à mesurer, ce sont les changements climatiques, mais aussi des pratiques culturelles. Je repense à un exemple dans le domaine de la culture des melons, où on a vu apparaître soudainement une nouvelle maladie lié à un champignon du sol, et ça a pu être mis en lien avec les changements de pratiques culturelles, les changements des cultivars utilisés et les pratiques parfois de greffage. Et ensuite, là aussi, c'est assez difficile à mesurer, et bien ce sont les changements intrinsèques des organismes nuisibles. Donc ce qui nous paraît être de nouvelles souches, l'existence et l'apparition de nouvelles souches, l'introduction de nouveaux vecteurs, et puis la rencontre, par exemple, de pathogènes, de ravageurs avec de nouvelles plantes hôtes qui nous amènent à avoir des dégâts. Et donc, je dirais qu'au fond, ces causes, elles sont multiples, elles sont complexes et elles sont très souvent, finalement, très difficiles à prévoir. Et puis j'ajouterais qu'au fond, les progrès de la science, en particulier dans la détection, dans l'identification des nouvelles espèces, peuvent aussi influencer notre perception sur ce risque d'émergence. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors je dirais dans un premier temps, et c'est vraiment un tout premier temps, eh bien ça va être d'essayer d'identifier ces émergences et de les suivre, et donc c'est tout l'objet de cette veille phytosanitaire. Et ensuite, bien sûr, il faut veiller, mais il faut aussi alerter le plus tôt possible la communauté phytosanitaire de l'émergence de ces nouveaux risques. Et enfin, comme toutes ces maladies et tous ces ravageurs ne connaissent absolument aucune frontière, eh bien, il va falloir
coopérer au niveau international. Et donc c'est pour ça que nous, à l'OEPP, on nous a demandé de travailler sur ce sujet de la veille sanitaire. Et donc, juste très brièvement pour vous expliquer ce qu'est l'OEPP, c'est une organisation intergouvernementale, ce qui veut dire que ce ne sont pas les individus qui y adhèrent, mais ce sont les États. Et donc elle a été créée en 1951, après la Deuxième Guerre mondiale, après l'invasion du Dorifort en particulier, et donc par 15 pays à l'époque. Et aujourd'hui, l'organisation compte 52 pays qui sont coloriés en vert sur la carte. Donc vous voyez que ça dépasse, c'est pas que l'UE, ça dépasse largement ce cadre-là, c'est l'Europe géographique au sens large. Et notre principale mission, c'est d'assurer une coopération internationale en protection des végétaux. Et donc dans deux grands domaines qu'on ne va pas détailler aujourd'hui, on va dire la quarantaine, les mesures réglementaires pour prévenir les introductions, et puis des activités normatives dans le domaine des produits phyto. Et donc nos partenaires sont quasi essentiellement les services officiels des ministères de l'Agriculture en charge de la protection des végétaux. Ici, sur cette diapositive, je voulais juste expliquer très très brièvement la différence entre l'OEPP et l'Union européenne. D'abord, c'est la couverture géographique qui n'est pas du tout la même. Et puis, je dirais, dans nos grandes missions, si vous voulez, l'Union européenne va établir un certain nombre de réglementations, va fixer un cadre réglementaire, alors que nous, à l'OEPP, on ne fait que des recommandations techniques. Donc, on n'a pas de rôle politique. Pour revenir à la veille sanitaire, comment la réaliser au quotidien? Eh bien, je dirais tout simplement, pour nous, il s'agit de collecter tout ce que l'on peut trouver en termes d'informations. Et donc, on va utiliser toutes les sources à notre disposition. Pour nous, la première des sources, ce sont les signalements des nouveaux foyers qui nous sont faits par nos pays membres. Ils ont l'obligation morale de nous signaler les nouveaux foyers qu'ils détectent sur leur territoire. Et ils nous communiquent également ce qu'ils interceptent dans le commerce. Donc, lorsque les inspecteurs phytosanitaires réalisent un certain nombre de contrôles aux frontières ou à l'importation, eh bien, on a ces informations. Nous parcourons bien sûr très largement la littérature scientifique et technique. On regarde aussi d'autres systèmes d'alerte qui sont faits dans d'autres parties du monde, les États-Unis en particulier. On consulte toutes les bases de données qu'on peut trouver. On regarde bien sûr Internet, Google, les mots-clés, ça c'est notre quotidien. Et puis les réseaux sociaux peuvent parfois nous permettre de détecter certaines émergences, mais je dirais que là on prend toujours les informations avec beaucoup de précautions et pour nous c'est plutôt un point de départ. On va chercher après à vérifier ce que l'on y trouve. Et donc le flux de l'information à l'OEPP est celui-ci, donc on reçoit ces signalements officiels, on collecte la littérature et ensuite pour nous c'est très important de digérer ces informations et de les restituer principalement à nos pays membres, mais toutes ces informations en fait sont en libre accès, donc toute personne intéressée y a accès. Donc on la restitue, je dirais, principalement sous deux formes, donc une newsletter où on va compiler tout ce qu'on a trouvé dans la littérature et auprès de nos États membres, et puis j'y reviendrai après, pour tout ce qui nous paraît important, eh bien, nous le mettons dans une liste d'alerte. Et ce qui est très important pour nous aussi, c'est que toutes ces données, nous les stockons dans des bases de données, parce que je dirais, un cerveau humain ne peut pas se souvenir de la répartition géographique des plantes hôtes de milliers d'organismes nuisibles sur des milliers de végétaux différents. Donc pour nous, c'est très important de conserver ces informations et d'avoir en quelque sorte cette base de connaissances qui nous permet de détecter l'inhabituel par rapport à cette base de connaissances.
Et donc, dans cette veille phytosanitaire, eh bien, les thèmes retenus, eh bien, ce sont bien sûr les nouvelles introductions, la répartition géographique qui augmente, les nouvelles plantes hôtes, les nouveaux vecteurs, les dégâts qui augmentent, et puis aussi on regarde ce que nous identifient les taxonomistes en termes d'espèces nouvelles. Et donc pour nous, au fond, c'est tout ce qui est nouveau et tout ce qui est inhabituel. Et ce que je disais tout à l'heure, lorsque nous trouvons quelque chose qui nous paraît risqué pour les services de protection des végétaux, eh bien, nous mettons ces informations dans une liste d'alerte. Et donc, régulièrement, nous publions des fiches d'information qui décrivent. Alors ici, j'ai pris l'exemple de deux nématodes, Mélodiogyne aethiopica et Mélodiogyne lucie, qui sont très polyphages et qui causent des dégâts, en particulier sur des cultures sous serre, en particulier sur tomates. Et donc, pour avertir donc, les services officiels en charge de la protection des végétaux, pour leur dire attention, regardez dans vos cultures si peut-être il n'y aurait pas ces organismes. Alors parfois ce sont des organismes que l'on trouve en Europe, parfois ce sont des organismes qui n'y sont pas encore. Donc, comme le temps presse, on va un petit peu accélérer. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour nous c'est très important de stocker ces informations. Donc sachez que si cela vous intéresse, nos bases de données sont en libre accès. Et donc la base de données dans laquelle nous conservons toutes ces informations sur la répartition géographique, les plantes hôtes, les marchandises sur lesquelles ces organismes peuvent être disséminés dans le commerce, eh bien tout est conservé dans une base de données qui s'appelle EcoGlobal Database et qui est disponible en libre accès sur Internet. Vous avez l'adresse ici. Avant de finir, je voulais vous dire qu'au fond, cette veille sanitaire, elle fait partie d'une stratégie qui est beaucoup plus globale. Pour nous, c'est important de maintenir un système d'alerte précoce, c'est-à-dire pour faire en sorte que les services officiels soient avertis le plus tôt possible lorsqu'un nouveau risque émerge. Et puis ensuite, il va falloir évaluer ces risques. Et donc, ce n'était pas du tout l'objectif de cette présentation aujourd'hui, mais le deuxième pan très important qui va de pair avec la veille, eh bien, c'est ce que nous, on appelle dans notre jargon l'analyse du risque phytosanitaire. Donc, les deux sont absolument indissociables. Et ensuite, dans un cadre réglementaire, on va s'interroger sur la nécessité ou non de mesures réglementaires et de l'élaboration ou non de restrictions au commerce pour éviter justement d'introduire ou de continuer à disséminer les organismes pour lesquels on a détecté un risque important. Et donc, il n'y a pas que le EPP qui fait de la veille, hein. Heureusement, il y a tellement de choses à regarder qu'il vaut mieux qu'on soit plusieurs. Et donc ici, j'ai essayé de lister un certain nombre d'autres organismes qui réalisent eux aussi de la veille dans le domaine phytosanitaire. Donc, c'est pareil, vous retrouverez toutes ces adresses dans la présentation. Donc, en conclusion, je voulais que vous reteniez qu'au fond, ces émergences, le problème que l'on y voit, eh bien, ce sont les conséquences socio-économiques que parfois elles peuvent entraîner. Et donc, pour nous, au niveau international, la veille, elle nous paraît indispensable, hein, puisqu'au fond, les pays ensemble et leurs services officiels en particulier vont devoir interagir et agir collectivement pour essayer de mettre en place des stratégies les plus efficaces possibles. Et donc j'y reviens, ça va passer donc par l'analyse du risque, élaborer le cadre réglementaire s'il est nécessaire et adéquat. Il n'est pas toujours, c'est pas la panacée. Et puis pour les pays, ça va être comment se préparer. Comment essayer d'être prêt pour le jour J, si jamais, eh bien, telle et telle maladie ou insecte arrivait sur le territoire. Et donc, ça veut dire essayer de mettre en place le plus tôt possible, au moins dans ces cartons, eh bien, des programmes de surveillance,
avoir des méthodes de diagnostic fiables, avoir des méthodes de lutte efficaces si l'on peut. Et puis aussi, c'est un autre pan que je ne peux pas aborder aujourd'hui, mais qui est très important aussi, ce sont les campagnes de communication. Parce qu'au fond, au fil du temps, on se rend bien compte que c'est un défi d'essayer d'identifier, de prévoir ces émergences. Et puis, pour pouvoir les gérer, eh bien, ça repose aussi sur la participation active, au fond, de toute la communauté phytosanitaire, que ce soit les autorités officielles, la recherche, les producteurs, les horticulteurs, les techniciens, le commerce, les communicants et, au fond, les citoyens que nous sommes tous. Nos actions peuvent avoir parfois des conséquences. Et donc c'est ce que j'ai voulu illustrer sur cette dernière diapositive. Quelques exemples de communication que les différents pays font pour essayer d'avertir ici, par exemple, à Malte, faire des campagnes de prévention contre le Xylella fastidiosa. Ici, les Italiens qui ont fait des applications pour essayer d'inciter les citoyens à signaler les Anoplophora, les Popilia japonica et autres insectes dévastateurs. Ici, c'est nous, à l'EPP, on essayait de communiquer, de fournir un modèle de poster pour essayer que les pays l'utilisent dans les ports et les aéroports pour dire aux citoyens qui voyagent et qui vont loin, s'il vous plaît, ne ramenez pas de plantes dans vos bagages, ce serait mieux, il peut y avoir des choses dedans. Et puis ici, pareil, les collègues tchèques et anglais qui essayent de sensibiliser le public à l'éventuelle arrivée ici d'Agrippus planipennis, notre agricole, et ici les Britanniques qui ont eu parfois des foyers de Capricorne asiatique. Donc d'où l'importance de la communication. Je vous remercie de votre attention.